Would be wrong to ask which country is more beautiful. It would be right to say there is nothing more beautiful than our blue planet. Le 17 juillet 1975, 1 milliard de téléspectateurs assistent en direct à un événement historique. À 225 km de la Terre, un Soviétique et un Américain se serrent la main. C'est une grande première mondiale, cette histoire. C'est la première rencontre spatiale de l'histoire de l'humanité. Pourtant, nous sommes en pleine guerre froide. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde est scindé en deux. L'Est contre l'Ouest, le communisme contre le capitalisme, l'URSS contre les États-Unis. Chacun à l'abri du regard de l'autre développe son propre programme spatial. Une course aux étoiles, avec en toile de fond la menace nucléaire. Cet exploit politique et technique contre nature porte un nom, Apollo-Soyuz Test Project. Seule l'astronautique a eu le courage nécessaire pour briser la glace de la guerre froide. Par la volonté de leurs dirigeants et entourés de milliers d'ingénieurs et de techniciens des deux pays, cosmonautes et astronautes ont démontré au monde entier qu'une coopération est possible. C'était la preuve que les peuples de deux grandes nations pouvaient travailler ensemble. Le vol a joué un rôle, disons, de propagande. Ils n'ont eu que 3 ans. Seulement 3 ans pour surmonter toutes les difficultés et réaliser des exploits techniques ensemble. Nous n'étions pas rassurés à l'idée de travailler avec les Russes dans l'espace. You can see a command device signal. La première fois que nous sommes arrivés à la NASA, il y avait une affiche avec écrit dessus « Attention, les Russes débarquent ». 3 ans pendant lesquels les équipes ont appris à se connaître. Les commandants Stafford et Leonov ont tissé une amitié à l'épreuve du temps. Nous sommes comme deux frères, de deux continents. États-Unis, URSS, 2 superpuissances discordantes. Apollo, Soyouz, 2 technologies différentes. Thomas Stafford, Alexis Leonov, 2 idéologies contraires. Mais tous réunis pour un rendez-vous au sommet. Sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS sont considérés comme les principaux vainqueurs, appelés à dominer le monde. Le 25 avril 1945, les armées des deux pays se rencontrent en Allemagne, sur les rives du fleuve Elbe, et signent symboliquement la fin du conflit en Europe. Historic pictures of the last days of the war in Europe show American and Russian troops as they joined at Torgau on the river Elbe, splitting German armies in two. Au même moment, dans l'Oklahoma et sur les bords de la mer Baltique, 2 lycéens, Thomas Stafford et Alexis Leonov, rêvent de conquérir le ciel et ses étoiles. L'Américain et le Soviétique l'ignorent encore, mais leur destin est déjà lié à cette poignée de main symbolique. Cette fraternité affichée entre les États-Unis et l'URSS sera de courte durée. Sur l'échiquier mondial, chacune des 2 puissances veut imposer au reste du monde son idéologie. Lorsqu'un rideau de fer s'abat sur l'Europe, c'est le début de la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS vont se livrer une bataille technologique acharnée dans le domaine de l'astronautique, la course aux étoiles. L'objectif est clair, montrer à l'autre et au reste du monde l'étendue de sa puissance, non seulement scientifique, mais aussi militaire. Dans cette ascension vers les étoiles, les Soviétiques font un départ fulgurant en mettant en orbite en 1957 le premier satellite Sputnik et le premier animal Laika. En 1961, le premier homme Gagarine. Et en 1963, la première femme Tereshkova. Les États-Unis accusent le coup, puis répliquent avec un programme spatial ambitieux, Apollo, avec pour objectif la Lune. Space is there, and we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. En 1969, Neil Armstrong et son petit pas donnent une longueur d'avance aux Américains. L'euphorie lunaire passée, les habitants de la Terre attendent avec angoisse le jour où leur monde s'éclipsera à jamais des suites d'une apocalypse nucléaire.
Après un quart de siècle d'une folle course aux armements, les deux camps constatent qu'ils possèdent suffisamment d'armes nucléaires pour se détruire réciproquement. Et bien plus encore. Il y a urgence. Entre le président américain Richard Nixon et le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, Leonid Brejnev, des discussions s'engagent. Au début des années 70, les relations entre l'Union soviétique et les États-Unis se sont sensiblement améliorées. C'est la période appelée la détente. En 1972, des accords de grande importance furent signés entre l'URSS et les États-Unis dans le domaine de la limitation des armements stratégiques. Le 22 mai 1972, Richard Nixon devient le premier président américain à visiter Moscou. Au cours de ce voyage, l'URSS et les États-Unis signent l'accord SALT I, qui interdit aux deux pays d'accroître leur nombre d'armes intercontinentales. Cette phase d'apaisement s'étend également à d'autres domaines. Le président Nixon et le président de la NASA, Fletcher, ont téléphoné à notre Premier ministre, Kosygin, et au président de notre Académie des sciences, Keldysh. Et Nixon dit « Nous nous trouvons dans une situation extrême. N'importe quel fou peut déclencher la guerre. » Après négociation, les dirigeants des deux pays s'engagent dans une coopération spatiale. L'article 3 prévoit la fabrication d'un système d'amarrage entre les vaisseaux américains et soviétiques. Un vol expérimental avec Apollo et Soyouz est envisagé pour l'année 1975. La mission Apollo-Soyouz, c'est à travers des techniciens, des savants, des ingénieurs, des astronautes, un moyen de créer du lien que les politiques ne savent pas créer entre eux sur les graves sujets du moment, la guerre du Vietnam, les affrontements en Afrique, les affrontements en Amérique du Sud. Enfin, c'est très chaud, quoi. Voilà, la planète est chaude. Du côté des cosmonautes, comme du côté des astronautes, les premières réactions sont mitigées à l'annonce de cette future coopération. Alan Bean est le quatrième homme à avoir marché sur la Lune. La Russie était ce pays mystérieux et lointain, qui semblait être depuis longtemps une menace pour notre paix ici. Nous avions eu la chance, au cours de ces années, de croiser des cosmonautes soviétiques au Salon du Bourget, par exemple. Et nous avions vraiment apprécié. Nous avons pu constater qu'ils étaient comme nous et que nous étions comme eux. This special aeronautics and space report brought to you by NASA. ASTP, Apollo-Soyuz Test Project. Each country will launch and fly its own spacecraft. Le véritable objectif de la mission Apollo-Soyouz était de tout faire pour que les deux vaisseaux puissent s'amarrer. L'Union soviétique et les États-Unis, puis très bientôt l'Europe, allaient envoyer des vaisseaux dans l'espace. Que faire si quelque chose tournait mal sur l'un de ces vaisseaux? Est-ce qu'on laisserait les astronautes mourir? Ou serait-il possible de disposer d'un autre engin spatial pour venir les sauver? D'un point de vue technique, ce vol n'était pas simple. Il fallait, pour la première fois, faire en sorte que les vaisseaux spatiaux décollant des deux cosmodromes, situés à des points géographiques différents, se retrouvent dans l'espace et s'amarrent. Il fallait également que les nœuds de jonction créés dans les deux pays arrivent à s'amarrer. À l'intérieur d'Apollo et de Soyouz, il y a une différence atmosphérique. Il fallait penser à un sas de transition, au système de communication entre les vaisseaux et entre les stations soviétiques et américaines, et avec ceux qui contrôlaient le vol depuis le sol. Il y avait pas mal de travail technique et d'organisation. Lors du Salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget en 1973, URSS et États-Unis présentent officiellement au public la mission Apollo-Soyouz. Depuis janvier, la NASA a désigné l'équipage qui volera à bord d'Apollo. C'est le général Thomas Stafford qui commandera le module. Il a l'expérience de 3 vols spatiaux. Au cours de la mission Apollo 10, il réalise le premier vol à bord du module lunaire.
Lors de son retour vers la Terre, il devient l'homme le plus rapide du monde, frôlant les 40 000 km/h, un record jamais égalé. Je suis allé attendre l'avion soviétique au Bourget. J'ai vu plusieurs cosmonautes. J'ai reconnu leur visage. Mais je n'avais aucune idée de qui serait choisi pour le vol. C'était la première rencontre. Les équipages n'étaient pas encore formés. De notre côté, il y avait Chatalov, Leonov, moi-même, Filipchenko, Kubazov, et nous étions chacun dans l'incertitude concernant ce vol. On a vu les maquettes de nos vaisseaux. On a examiné les avions des uns et des autres. Il y avait des rencontres amicales, mais tout le monde s'impatientait en attendant la formation définitive de notre équipage. Plus tard, ce soir-là, ils ont donné une petite fête dans une de leurs chambres d'hôtel. Ils ont sorti le caviar et la vodka, et ils nous ont annoncé qui composerait l'équipage. Pour les dirigeants soviétiques, c'est une évidence. Alexis Leonov commandera Soyouz. Depuis 1960, le gamin de Sibérie fait partie des 20 pilotes de l'armée de l'air soviétique sélectionnés pour devenir cosmonautes. En mars 1965, il entre dans la légende en réalisant la première sortie extravéhiculaire. Il est le premier piéton de l'espace. À 40 ans, Valery Kubazov sera l'ingénieur de vol aux côtés d'Alexis Leonov. Il connaît Soyouz sur le bout des doigts pour y avoir volé en 1969. 2 astronautes accompagneront Thomas Stafford dans le module Apollo. Désigné comme équipage de réserve sur Apollo 15, cette fois-ci l'Américain Von Brand ne restera pas sur la touche et effectuera son premier vol dans l'espace. À ses côtés, Dick Slayton, sélectionné en 1958 pour le programme Mercury. Mais atteint d'un problème cardiaque, il n'a jamais connu les joies de la pesanteur. Il sera le pilote du module d'amarrage de la mission Apollo-Soyouz. Pour une équité parfaite entre les deux pays, le logo de la mission a été conçu pour se lire dans les deux sens. Soyouz Apollo en URSS, Apollo Soyouz aux États-Unis. La préparation de cette première mission internationale peut débuter. L'Académie des sciences de l'Union soviétique et la NASA se chargent de l'organisation des différentes rencontres. Au début de l'automne 1973, dans un contexte politique mondial assez chaotique, qu'ils soient astronautes, cosmonautes, ingénieurs ou techniciens, des deux côtés les consignes sont claires. Pour travailler efficacement, il est temps de mettre de côté les idéologies. Mes premières impressions, j'avais les jetons. On allait arriver dans un pays tellement développé, avec des spécialistes de pointe dans leur domaine. Est-ce que mes connaissances, mes capacités seraient à leur niveau? Ou allaient-ils nous écraser par leurs capacités intellectuelles et leurs moyens? La délégation américaine se frotte à l'altérité en posant ses valises à Moscou pour un premier séjour en territoire ennemi. Астронавтам очень понравился музей. Они были приятно удивлены, осмотрев раздел, посвященный освоению космоса в Соединенных Штатах Америки. Les Russes étaient très intéressés par mon expérience d'homme sur la Lune. Et nous étions très prudents lorsque nous en parlions pour ne pas avoir l'air de se vanter. Au début, vous savez, l'état du monde étant ce qu'il était, il y avait probablement de la suspicion de chaque côté sur nos intentions respectives. Mais nous avons mis un point d'honneur à ne pas déborder du sujet qui nous concernait, le vol Apollo-Soyouz. C'est également la conviction partagée et transmise aux équipes par le directeur technique soviétique, son homologue le docteur Konstantin Boucheyev. On ne parlait jamais de politique. C'était des pilotes d'essai professionnels. Et nous aussi, on était des pilotes d'essai professionnels. Pour la délégation américaine, le dépaysement est total. Все, кто приезжает в Москву,
стремятся прийти сюда, к мавзолею Владимира Ильича Ленина, основателя коммунистической партии и создателя социалистического государства. Mais souvent derrière les dissemblances se cachent des ressemblances. Около мавзолея в Кремлевской стене покоится прах людей, кто среди первых штурмовал космос. On prenait soin de ne jamais comparer les États-Unis et l'Union soviétique. On ne comparait pas nos programmes télévisés. On ne comparait pas la nourriture qu'on pouvait acheter dans les magasins. On ne comparait rien. Et ils ne le faisaient pas non plus. L'équipe américaine écoute avec attention la délégation russe qui lève le voile sur une partie des secrets de Soyouz. Les astronautes constatent notamment que les systèmes de guidage et de navigation du module russe n'ont rien à voir avec ceux utilisés sur Apollo. Au fil des réunions, d'autres incompatibilités apparaissent. Autant de solutions qu'il faudra trouver ensemble pour permettre l'amarrage des deux vaisseaux. Пожалуйста, Том, читайте первый параграф. Да. Avant tout, cosmonautes et astronautes vont devoir régler un problème de taille. Celui de la communication. Chaque équipage va apprendre la langue de l'autre. Nous avons commencé de la façon suivante. Chaque équipage parlerait sa propre langue et l'autre équipage devait les comprendre. Mais après 6 mois d'apprentissage difficile, ça ne fonctionnait pas très bien. Un soir, pendant une вечеренка, c'est une petite fiesta avec une table en U, de la vodka et du caviar. Le commandant de l'équipe de réserve, Anatoly Filipchenko et moi, nous essayons de discuter et ça nous est venu d'un coup, à tous les deux presque en même temps. Écoute, si je parle russe et si tu parles anglais, je parie que nous nous comprendrons mieux. Parce que si on ne parle pas une langue étrangère couramment, on la parle plus lentement et on la parle plus distinctement. Итак, очередной этап подготовки к совместному полету закончен. Американские астронавты улетают на родину. Впереди встреча в Хьюстоне. Доброго вам пути! Malgré les différents accords de coopération signés entre les dirigeants soviétiques et américains, les troupes invisibles du KGB et de la CIA poursuivent leur cueillette d'informations. La guerre froide est toujours d'actualité et ces échanges sont particulièrement surveillés. Pour Seymour Liebergott, opérateur radio dans la salle de contrôle, ce voyage en URSS fut l'occasion de découvrir l'envers du décor. Les Russes étaient très paranoïaques à propos de la sécurité. En fait, j'ai été mis en garde par Bob Overmeyer, un de nos astronautes qui avait fait un séjour là-bas pendant la mission. Bob m'a dit, l'hôtel Rossia a 3000 chambres et tu dois savoir qu'elles sont toutes infestées de micros. Tous les murs ont des oreilles. Alors, si tu as besoin de draps ou de serviettes propres, tu ouvres une armoire et tu demandes « J'ai besoin de plus de serviettes » et tu les auras le lendemain. Nous avons vu tout ça. Nous avons vu ces hommes avec les longs manteaux et les borsalinos qui nous suivaient. Bien entendu, c'était pour notre protection. Tout le monde voulait savoir quel était le degré de sincérité de l'autre. Tout le monde voulait savoir si l'autre, par hasard, n'était pas en train de participer à tout ça pour des raisons d'espionnage plutôt que le rapprochement politique. À l'époque, les Russes étaient extrêmement handicapés dans le domaine de l'informatique en particulier, comme dans le domaine de l'électronique. Et donc, une des choses à laquelle les Américains veillaient jalousement, c'était qu'effectivement, de ce point de vue-là, les Russes ne profitent pas, les Soviétiques plutôt à l'époque, ne profitent pas
d'un transfert involontaire de technologie. Vous vous doutez bien que les Russes sont passés par le KGB, que les Américains sont passés par les CIA avant la mission. Il fallait que chacun soit capable de savoir ce qu'il devait lâcher et ce qu'il ne devait pas lâcher. And we watch these young men, these representatives of us, from two cultures, as they learn to work together. La matière grise ne suffit pas pour mener à bien une telle mission. Chaque astronaute doit se préparer comme un athlète, même s'il ne fait que partie de l'équipage de réserve, comme Vladimir Janibekov. À 32 ans, il est au début d'une très longue carrière de cosmonaute. La première fois que nous sommes arrivés à la NASA, il y avait une affiche avec écrit dessus « Attention, les Russes débarquent ». Juste à côté de moi, la porte était ouverte. Il y avait un tableau d'école sur lequel quelqu'un a dessiné une navette spatiale. Et de sa soute, des bombes tombaient sur la carte de la Russie. On a rigolé, bien sûr, mais ce souvenir me reste. Un an avant le début de la mission, les deux équipages sont réunis à Houston où ils s'entraînent sur les maquettes et les simulateurs. Ensemble, ils vont devoir organiser le déroulé précis de la mission. Ensuite, la question s'est posée du lieu de la rencontre entre les deux équipages. Combien d'amarrages? Qui part en premier? Nous nous sommes battus pour être les premiers. Constantin Bouchouyev, qui avait une formation diplomatique, a convaincu les Américains, avec l'insistance et la douceur qui le caractérisaient, que l'Union soviétique devait partir en premier. Finalement, après de longues négociations, le 15 juillet 1975, c'est bien la fusée Soyouz qui décollera la première et qui ouvrira le bal médiatique, l'un des objectifs principaux de cette mission. Sur le terrain, les équipes l'ont bien compris. Pour la première fois, le vaisseau américain Apollo emportera 4 caméras vidéo portatives dernier cri et un magnétoscope enregistreur. J'étais un pionnier de la télécouleur sur Apollo 10. On m'a décerné un award pour ça. La télé était devenue très importante pour partager ça avec le public, parce que ce sont eux, les contribuables, qui payent pour ça. J'ai insisté pour avoir le plus de caméras possible. Nous voulions montrer au reste du monde ce que nous faisions. Pour Soyouz, c'était le premier décollage d'une navette spatiale retransmis en direct à la télévision. Tout avait été gardé secret jusqu'à ce qu'ils soient certains de leur succès. C'était important pour les Soviétiques autant que pour le reste du monde. En 1974, la NASA a perdu de sa superbe. Les vols habités ne passionnent plus les foules et pour une partie de l'opinion publique américaine, ces vols ne servent plus à rien et coûtent trop cher. Alors, avec Apollo-Soyouz, l'administration nationale américaine de l'aéronautique se doit de marquer les esprits. L'image forte de cette mission sera la poignée de main entre Alexis Leonov et Thomas Stafford. Une poignée de main certes fraternelle, mais qui coûtera à la NASA l'équivalent d'1 milliard de dollars actuels. Cette poignée de main, ils l'ont travaillée 1000 fois en exercice. Ils l'ont travaillée sur les maquettes. Ils ont également travaillé leur discours pour avoir au moins une base à développer. Mais qu'est-ce que vous croyez? Tout ça, c'est un peu comme du théâtre. Я думаю, что скоро я открываю Luke 3. How are you, Alexei? Очень рад видеть вас. Glad to see you. Il y avait pas mal de débats. Finalement, on s'est mis d'accord pour que la rencontre ait lieu à la frontière du SAS et du compartiment de service de Soyouz. Cette mise en scène était assez artificielle. C'était étroit et difficile de filmer à cet endroit. Impossible de faire des plans intéressants pour la télé. On n'aurait pas de belles photos
Il fallait filmer de biais pour ne pas déformer l'image. La poignée de main était très importante parce qu'elle matérialisait la rencontre symbolique dans l'espace. La poignée de main, c'est un geste universel de fraternité et d'ouverture, montrant que vous n'êtes pas armé. Vous tendez la main pour saluer. Quand les équipages soviétiques étaient aux États-Unis, tous les membres des équipages américains les invitaient chez eux. Et les ingénieurs aussi. Ce qui nous a permis de tisser des liens très étroits. In the United States, I want to visit Hollywood. Alexei Leonov, Soyuz commander. Because I want to be a movie star. Colonel in the Soviet Air Force. No, I don't want. Tom Stafford want. Leonov et Stafford ont construit une relation très solide. En fait, c'est parce que Leonov est quelqu'un de très aimable, un gars qui a une vraie personnalité. Il aime rire, faire de nouvelles expériences et vous tester. Stafford, lui, était quelqu'un de plus strict. Mais l'attitude de Leonov a su adoucir cette rigueur et le rendre plus humain. Les deux commandants de bord vont piloter deux vaisseaux très différents. Le vaisseau Apollo fut développé pour des missions lunaires. Apollo a donc une capacité de manœuvre importante et une grande autonomie de navigation. Et les astronautes pourraient y vivre pendant presque 30 jours en complète autonomie. Soyouz est moins sophistiqué qu'Apollo et a une capacité réduite de stockage de carburant qui l'empêche d'évoluer au-delà de 1300 km d'altitude. Mais Soyouz a déjà prouvé par le passé l'efficacité de son système d'amarrage automatique pour assurer les rendez-vous dans l'espace. Aujourd'hui, le module russe est devenu le taxi de la Station spatiale internationale. Американские и советские специалисты приступили к изучению аспектов космического эксперимента, обмену научной информацией. Они обеспечили друг другу доступ ко всем необходимым техническим данным, по системам управления, стабилизации, совместимым средствам сближения, стыковки и радиосвязи обоих типов кораблей. Les équipes russes et américaines vont donc devoir fabriquer un point de jonction entre leurs modules. Cette simple chose porte un débat épouvantable, c'est qui sera le mâle, qui sera la femelle. Et ni l'un ni l'autre ne veut être la femelle. Les systèmes précédents étaient conçus avec une sorte de sonde. Dans notre langage, on appelle ça une partie mâle, qui entre dans une autre partie dite femelle. Alors nos ingénieurs ont essayé de concevoir quelque chose qui fonctionnerait de la même manière pour les deux parties. Nous sommes finalement arrivés à l'idée de capturer les deux véhicules avec un système identique de chaque côté, qui avait des doigts de verrouillage pour les maintenir ensemble. Le système de jonction qui est développé pour la mission Apollo-Soyouz comporte 3 pétales servant de guide, disposés sur un collier. Ce collier absorbe les chocs entre les deux vaisseaux, après quoi il se rétracte et assure un verrouillage entre Soyouz et Apollo. Un concours est organisé entre les deux pays. C'est le modèle de tulipe russe qui est retenu. Par contre, chaque pays le construira selon ses propres méthodes. Okay, Houston, this is Soyuz. We are ready for joint work. Au bout de 2 ans, les efforts ont porté leurs fruits, car désormais l'ambiance entre les deux équipages est au beau fixe. Loin des pressions de leurs administrations, libérés du poids de leur hiérarchie, à milieu des tracas du monde extérieur, les astronautes et les cosmonautes de la mission Apollo-Soyouz n'hésitent plus à s'échanger entre eux des informations précises, voire à s'inspirer des méthodologies des uns et des autres. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on a appris en travaillant avec les Américains. Ils établissaient en détail leur documentation technique concernant les étapes du vol. Nous l'établissions dans les grandes lignes et on terminait les détails pendant le vol. Eux, ils décrivaient toutes les situations imprévues qu'ils avaient imaginées sur Terre. Des livres épais comme ça.
Et nous avons compris que pour des vols sérieux, effectivement, il vaut mieux pratiquer cette méthode plus approfondie. C'est ce qu'ils nous ont appris. Étions-nous tolérants ou pas tolérants? Nous avions simplement des relations professionnelles entre des gens qui se comprennent techniquement et intellectuellement. Voilà. Si c'était le cas de tous les gens sur Terre, au moment où nous étions prêts à décoller, j'avais noué de tels liens avec Alexis que, parfois, quand la NASA et leur Académie des sciences n'étaient pas d'accord, on leur disait « On réglera ça ensemble, ne vous inquiétez pas ». À 2 mois du départ, la préparation physique s'intensifie et la chronologie du vol se formalise. To my right, you can see command device signal. Command device signal. Car dans l'espace, rien ne s'improvise. Inlassablement, l'équipage révise, répète son plan de vol, ajustant à la seconde près les différentes procédures. Tout est validé, puis consigné. Les 2 équipages sont prêts pour le départ. Mais il reste un problème. En 2 ans, les Américains n'ont jamais pu travailler sur le vrai Soyouz. Finalement, j'ai dit « Écoutez, j'ai besoin de voir le vrai vaisseau ». Ils m'ont répondu « Non, le véritable vaisseau est maintenant à Baïkonour. Personne n'a jamais été là-bas. Vous ne pouvez pas y aller. » Je leur ai répondu « Attendez un peu. J'ai piloté une centaine d'appareils différents. J'ai piloté 3 types de vaisseaux spatiaux différents. Et je n'ai encore jamais vu un simulateur ou une maquette qui soit la réplique exacte du véritable appareil. Donc, soit j'emmène mon équipe là-bas, soit nous ne volerons pas. » Les cadres du parti ont été surpris, ne savaient pas quoi dire. Puis, ils m'ont dit « Nous enverrons l'équipage de réserve. » Mais Alan Bean a dit « Vous ne comprenez pas. Si Stafford ne vole pas, je ne vole pas. » C'était ça le syndicat des astronautes en grève. Finalement, avec le soutien des cosmonautes, Thomas Stafford et son équipe obtiennent gain de cause. Le 28 avril 1975, ils sont les premiers Américains à se rendre sur le site de lancement ultra secret de Baïkonour, au Kazakhstan. Les équipages peuvent enfin décoller. My dear friend, correspondent. When I see a lot of correspondent, I'm sure that is a very difficult work for us. We закончили последний тренировку в Звездном городке. Right now we finished our last training session in Звездный городок. I'm sure right now we understand each other. I'm sure. Уверен, что в этом смысле, если не понимаем друг друга, у нас много проблем. If we don't understand each other, we will have a lot of problems. Good morning again. Jim Hartz and Alan Shepard from the Mission Control Center in Houston, Texas, live this morning. Plus de 2000 journalistes venus du monde entier ont fait le déplacement jusqu'en Floride, à Cap Canaveral, pour assister au décollage. À Baïkonour, au Cosmodrome, pour la première fois, l'envol de la fusée Soyouz sera retransmis en direct. Alors que les cosmonautes se rapprochent de la fusée Soyouz, à 9000 km de là, les astronautes prennent leur petit déjeuner. Dans 7h20, ce sera leur tour de s'envoler. « 1,
Les cosmonautes prennent place à bord de Soyouz et font une checklist, en tout point comparable à celle que feront les Américains. À 17h20, Soyouz s'arrache de la steppe kazakh. L'instant de vérité est arrivé pour les 460 techniciens qui est sur la phase de lancement. Et pour tous ceux qui œuvrent depuis 3 ans à la réussite de cette mission. La Saturne 1B est prête pour son dernier décollage. 600 tonnes réparties sur 2 étages pour emmener Apollo en orbite. À 15h50, Apollo s'envole de Cap Canaveral. Dans l'espace, vous n'avez pas de lieu où aller. Or, justement, ça, c'était le grand défi d'Apollo-Soyouz. C'était 2 vaisseaux qui arrivaient chacun de leur côté, qui faisaient des orbites communes, etc., qui se rapprochaient et qui, finalement, réussissaient à se joindre et à s'accoupler. Mais globalement, vous étiez dans une situation qui est totalement anormale pour un terrien, qui, en fait, va toujours d'un lieu à un autre, avec se posant et revenant. Donc ça, c'était quand même une grande originalité. Depuis 44 heures, Apollo poursuit Soyouz en orbite à plus de 20 000 km/h. Le rendez-vous entre les 2 modules a lieu lors de la 36e révolution. Okay, copy. This is Apollo Control. Apparently the TPI maneuver was indeed successful. Houston flight, Zug Moskva. Корабль «Союз» готов к стыковке. Sure, the flight director and the other people here in the control center are happy to know that. I'd like you to know that Apollo is go for dock also. Спасибо, Юрий Степанович, очень рада это слышать. Я уверен, что все остальные наши управленцы и руководитель полета будут тоже очень рады это слышать. Что касается Аполлона, Аполлон тоже готов к стыковке. Хорошо. You can see his antennas from out here, Dick. Roger. Apollo Houston, I got 2 messages for you. Moscow is go for docking. Houston is go for docking. It's up to you guys. Have fun. All righty, sounds good. Soyuz docking system is ready. D'abord, nous avons vu le phare d'Apollo à travers notre hublot. On disait « Nous vous voyons » et il s'approchait, il s'approchait. Come in, Tom. Tom, please don't forget about your engine. J'étais vraiment concentré. Nous avions mis la même cible d'amarrage sur le Soyouz que celle que nous utilisions sur le module lunaire. Et pendant mon approche, la seule chose à laquelle je pensais, c'était de l'avoir parfaitement aligné et d'aller à la bonne vitesse. Et je devais tout évaluer de mes propres yeux. On n'avait pas de laser ou de trucs comme ça à l'époque. Nous sommes devant notre écran, tout est branché. S'il arrive quelque chose dans notre direction, je dois esquiver. Le vaisseau se tient prêt. S'il y a une alarme, on s'éloigne. Mais finalement, il s'amarre, très doucement. Three meters. 1 meter. Contact. Capture. We also have capture. Go ahead, Tom. Go great. The professor was showing you that the Mayaki Stakhovka. It was a soft docking.
Qu'est-ce qu'on attendait ce moment? On attendait l'ouverture de la trappe. Nos caméras étaient branchées, on les regardait, on entendait leurs cris de joie. Nous étions tellement heureux pour eux. Tout le centre de direction s'est mis à applaudir cet événement symbolique quand les équipages de deux pays se sont retrouvés en orbite. Comme prévu, avant d'ouvrir la trappe, soviétiques et américains doivent équilibrer les atmosphères des deux vaisseaux. Je regardais l'amarrage depuis le centre de contrôle et j'étais conscient de ce qu'il allait se passer. J'espérais que tout se déroulerait sans problème, que les pressions seraient bonnes, que le timing serait bon, que la télévision allait fonctionner et que les voix seraient transmises. Je savais que quand j'ouvrirais la trappe, je devais parler russe aussi bien qu'il parlait anglais. J'ai tapé à la trappe. De l'autre côté, j'ai entendu ce... J'ai dit en russe. Qui est là? La trappe s'ouvre doucement. Nous voyons la frontière entre nos deux vaisseaux. Il y a un ruban noir et blanc qui marque la frontière. Tom me sourit et me tend la main. Je suis pile à la frontière et nous nous serrons la main. Nous savions qu'1 milliard de personnes sur cette terre nous regardaient. Alors tout devait être parfait. Pour nous, qui avions travaillé sur ce projet pendant 5 ans, ça avait été très long. Nous avions dû nous pencher sur tant de problèmes, prendre en considération tant de détails, et nous portions en permanence le poids des choix qu'il avait fallu faire pour le bon déroulement de la mission. Et finalement, on a eu la chance d'en voir le résultat. C'était un peu une confirmation que tous ces choix, faits au long du chemin, étaient les bons. Thank you very much, Alexei. Thank you. L'objectif principal de la mission Apollo-Soyouz est atteint. L'amarrage des deux vaisseaux est un succès. À 225 km de là, l'image du rapprochement des deux vaisseaux et de la poignée de main entre Alexei Leonov et Thomas Stafford fait déjà le tour du monde. Soyouz et Apollo resteront amarrés pendant 2 jours. Et le premier vaisseau international parcourra plus de 6 millions de kilomètres en orbite autour de la Terre. Soviétiques et Américains se rendront mutuellement visite, changeant par là même de vaisseau et réalisant diverses expériences scientifiques en commun. Tour à tour, les équipages reçoivent les félicitations de leurs dirigeants. Le premier à s'exprimer est Léonid Brejnev. Le premier secrétaire du Parti communiste fait parvenir un message écrit à Alexis Yeliseyev. Je ne voulais pas le faire. Je n'ai pas la diction des présentateurs de télé. On a fait venir un présentateur vedette de l'époque, Balatchov. On lui a tendu la lettre et on lui a dit « Attention, chaque lettre a son importance, parce que ça vient de Brejnev. » Il s'est mis à l'écart pour le lire, puis il nous a dit « Je ne pourrai pas lire ça en faisant attention à chaque lettre. » Je lui demande pourquoi. Il me dit « C'est écrit El Brejnev. Je ne peux pas lire El Brejnev. C'est ou Brejnev ou Léonid Brejnev. » Je n'avais pas de réponse. J'ai demandé conseil à mes supérieurs. Silence. Je lui ai dit « Lis Léonid. » Et il a lu Léonid Brejnev. New possibilities are opening up for fruitful development of scientific cooperation between countries and the peoples in the interests of peace and progress of all humanity. I wish you successful completion of the planned program and a safe return to Earth. Leonid Brezhnev.
C'était comme ça à l'époque. Le contexte politique était intéressant. À la Maison-Blanche, le message du président américain Gerald Ford est le même, en moins formel. Your total dedication in preparing for this first joint flight. And I'm confident that the day is not far off when space missions made possible by this first joint effort will be more or less commonplace. And may I say, in signing off, here's to a soft landing. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Okay. Pendant toute la durée de la mission, les équipages échangent des cadeaux symboliques. Les deux commandants de la mission signent également un document commémorant leur rencontre dans l'espace. Depuis le module Soyouz, Alexis Leonov et Thomas Stafford répondent aux questions posées depuis Houston et Moscou à l'occasion de la première conférence de presse internationale donnée depuis l'espace. Après 4 jours en apesanteur, le vaisseau Soyouz et son équipage doivent regagner la Terre. Le module Apollo reste en orbite pour encore 3 jours, terminant ses expériences. Une dernière embrassade et les astronautes regagnent Apollo. Les écoutilles sont verrouillées. Le désarrimage des 2 vaisseaux se passe sans problème. Apollo et Soyouz s'éloignent dans l'espace. Dans le vaisseau Soyouz, Alexis Leonov met en route le séquenceur de bord qui assure automatiquement toutes les opérations de rentrée dans l'atmosphère. Après 6 jours passés en orbite, les Soviétiques achèvent leur mission dans les steppes du Kazakhstan. Pendant ce temps, dans Apollo, l'équipage américain continue son interminable ronde autour de la Terre. Final, go. Gato, go. Retro, go. GNC. Sur Apollo, la procédure de rentrée n'est pas automatique. C'est durant cette phase que les choses vont basculer. Juste avant de rentrer dans l'atmosphère, au moment où on se transforme en boule de feu, nous avons eu un court-circuit dans notre système de communication. Un peu ce que vous entendez quand quelqu'un essaye de parler au micro et... Mais nous ne pouvions plus nous entendre. Nous connaissions la checklist presque par cœur, mais j'ai loupé un des commutateurs qui devait couper les propulseurs au moment où nous arriverions à une vitesse subsonique, à 18 000 mètres. Le module Apollo poursuit sa descente, mais à 15 000 mètres d'altitude, l'équipage est soudainement exposé à un gaz nocif provenant des propulseurs du module et entrant par l'arrivée d'air de la cabine. Intoxiqués au peroxyde d'azote, immédiatement les 3 Américains ressentent des sensations de brûlure aux yeux, au visage et aux poumons. Nous avons améri et nous avons basculé à l'envers. C'était dur parce que nous étions suspendus par nos harnais, la tête en bas. Il fallait absolument que j'attrape les masques à oxygène qui étaient derrière mon siège. Alors, j'ai ouvert mon harnais, je suis tombé d'un coup, j'ai rampé pour me redresser et avec un bon coup d'adrénaline, j'ai arraché le sac et attrapé les masques à oxygène. Et j'ai allumé la valve. C'est à ce moment que Thomas Stafford se rend compte que son ami Vance Brand ne répond plus à ses appels. Je me suis retourné vers lui et son masque avait glissé. Et il était inconscient.
Je lui ai remis son masque et j'ai enclenché l'oxygène à fond. Il est revenu à lui d'un seul coup. Et il m'a mis un grand coup de poing. Et son masque est retombé. Il s'est évanoui à nouveau. Mon Dieu, j'ai bondi vers lui, je l'ai enlacé comme pour un gros câlin et j'ai remis l'oxygène. Il a commencé à se débattre, mais j'ai tenu bon. Ce 24 juillet 1975, à 17h18, au milieu de l'océan Pacifique, la mission Apollo-Soyouz Test Project s'achève. Malgré leur état de santé, Thomas Stafford, Dick Slayton et Vance Brand, qui viennent de frôler la mort, assureront aux yeux du monde leur mission jusqu'au bout. Les 3 Américains seront hospitalisés pendant 2 semaines. C'est ainsi qu'Américains et Soviétiques achèvent la course aux étoiles, main dans la main. L'histoire retiendra que pour la première fois, 2 pays ennemis ont travaillé ensemble à un projet hors norme, annonçant une nouvelle ère de l'astronautique, la coopération internationale. Au-delà de l'exploit spatial, la dimension humaine de la mission Apollo-Soyouz a permis de montrer au monde entier que l'amitié entre les peuples n'est pas qu'une vieille rengaine soviétique. Après notre vol, nous étions à San Diego. On a vu sur leur bâtiment l'immense inscription qui disait « Ensemble, nous sommes meilleurs ». Voilà à quoi nous sommes arrivés. Ensemble, nous sommes meilleurs. Sans Apollo-Soyouz, je ne sais pas si nous aurions eu Mir ou la Station spatiale internationale. Apollo-Soyouz a planté tout le décor. Tout ce qui est fait maintenant est basé sur l'expérience Apollo-Soyouz. Salut, partenaire. Tu as visité Weatherford? 40 ans plus tard, Alexis Leonov et Thomas Stafford sont toujours les meilleurs amis du monde. Et si leur poignée de main a traversé le temps, c'est aussi parce qu'elle est le fruit d'une amitié qui ne connaît toujours pas de frontières. Je crois qu'à l'origine, nous aurions dû nous trouver un peu plus à l'est sur notre orbite. Mais vu le déroulement des opérations, nous nous sommes retrouvés par une incroyable coïncidence juste au-dessus de la rivière Elbe. J'ai serré la main de Tom au-dessus de l'Elbe. Tout un symbole. En 1945, c'était nos pères, les soldats soviétiques et américains, qui se sont serrés la main sur l'Elbe. Et en 1975, leurs fils se sont serrés la main au-dessus de l'Elbe. Quel symbole! Quel symbole remarquable!